Monsieur Gana. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous aurons un point de vue peut-être beaucoup moins idéologique que certains groupes de cette Assemblée, en commençant d'une certaine façon par le constat de la prise en compte de la gravité de la situation financière et budgétaire de notre région par la nouvelle majorité. Nous approuvons donc le diagnostic qui a été fait, qui était évident, qui avait été d'ailleurs le nôtre durant la campagne électorale. Nous avions souvent eu des positions voisines pendant cette campagne électorale sur certains sujets. Et c'est simplement sur le rythme et les moyens que nous divergeons. Car le cadre d'action dans lequel vous vous situez mentalement, politiquement, tout d'abord celui d'une forme de consensus et de lenteur, de compromis, et puis également celui d'un cadre qui est globalement défavorable aux intérêts tout d'abord de la France et puis également de nos régions, à savoir le cadre européen avec ses contraintes, le cadre de la ruine de l'État, l'expression n'est pas de moi, monsieur Retailleau, et puis également d'une Europe qui lentement se délite avec les rejets successifs des peuples européens. On en a vu un exemple en Italie récemment. Tout cela fait qu'il nous semble que notre institution ne peut pas se considérer, je l'avais déjà dit, totalement indépendante de toutes ces circonstances, de tous ces aléas. Voilà pourquoi la critique que nous allons faire est à la fois essentiellement factuelle, mais également politique, sans oublier le sens du réalisme, parce que je crois que les divergences politiques ne doivent pas donner lieu à des polémiques inutiles. Tout d'abord, le cœur du sujet, c'était celui de la dette, la fameuse dette, cette dette qui a été appelée par vous-même dette cachée, quoiqu'elle ne l'était pas entièrement selon nous. Nous avons le sentiment que vous auriez volontiers, si les circonstances n'avaient pas été défavorables pour l'instant au projet de Notre-Dame-des-Landes, créer vous-même une forme de dette cachée, parce que dans ce budget, rien n'était prévu pour les équipements collectifs, dont le montant est variable. Mais je pense que même sans Notre-Dame-des-Landes, la construction d'une voie de franchissement, enfin d'un pont ou d'un tunnel, concerne sur l'estuaire, tout cela n'est pas budgété. Or, il est évident que c'est un engagement que la région doit prendre absolument si nous voulons vraiment faire face aux exigences de la circulation et de l'action économique et des partenaires économiques, de la vie quotidienne de centaines de milliers de nos concitoyens. Vous parlez de rupture avec l'emballement de l'endettement de notre région, vous parlez de stopper la dérive financière de la région et de stabiliser la capacité de désendettement de la région à hauteur de 7 années en fin de mandature. Or, l'encours de la dette progresse, 8,7% par rapport à 2016. Alors certes, 120 millions de plus, certes c'est dans l'attente de pouvoir améliorer la situation pour arriver à lisser les choses sur la longue durée. Je comprends tout à fait le raisonnement. Le problème, c'est celui du rythme. Vous parlez également de ne pas recourir au levier fiscal sur la durée du mandat 2016-2021, mais néanmoins, parce qu'il y a nécessité du fait des nouvelles compétences, mais il y a quand même une augmentation des ressources fiscales de la région, sans doute à travers la CVAE, par rapport à 2016. Il nous semble que il y a un chiffre très important, 37,3%, et que d'une certaine façon, tout cela, ce seront quand même les Ligériens qui le paieront, même si on a toujours l'artifice des aspects institutionnels, des périmètres. Néanmoins, périmètre mis à part, les Ligériens paieront ces sommes. Alors certes, vous avez la gestion de la gauche, et moi je suis très étonné de voir le président du groupe socialiste s'absoudre en permanence de toutes ces erreurs de gestion et tenter de nous faire croire que ceci n'existe pas, que la dette, dans le fond, c'est un détail, et que nous pourrions continuer comme avant, sans considérer le poids que cela représente sur l'économie régionale. En 2016,
la dégradation va se poursuivre à cause de cette gestion précédente, c'est évident. Par rapport au budget de Primitif 2016, par exemple, vous avez, si nous intégrons dans le budget supplémentaire que vous nous avez présenté aujourd'hui, l'épargne brute, autrement dit la capacité d'autofinancement, eh bien, nous la trouvons en baisse de 38 millions entre 2015 et 2016, ce qui représente à peu près 16%. L'épargne nette se maintient certes à 140 millions, mais l'encours de dette progresse de plus de 140 millions entre 2015 et 2016 et la capacité des endettements grimpe à 6 années. Or, pour l'année 2017, avec un encours de la dette se situant à 120 millions d'euros au lieu de 140 en 2016, nous ne voyons pas clairement quelle est l'épure que vous nous proposez sur la longue durée. C'est là peut-être la critique principale que nous faisons à ce budget, sans procès d'intention aucun. Nous constatons que vous êtes peut-être dans une impossibilité politique, dans un cadre institutionnel qui empêche peut-être de faire mieux parce que vous vous en contentez, parce que vous l'acceptez, parce que vous vous situez dans ce cadre-là. Et je me souviens, moi, de l'union quand même qui a existé entre l'opposition actuelle, l'ancienne majorité socialiste, et vous-même à propos du Brexit. Et c'est peut-être là un des aspects de la question, c'est le poids de l'Europe et les contraintes qu'elle entraîne pour notre institution. Sur la certification des comptes, je prends un certain nombre de points qui ont été des points très exposés par votre majorité. Il nous semble que la Cour et la Chambre des comptes, en certifiant, ne changeront pas la situation réelle de notre région. Nous avons l'impression que cette certification ne servira qu'à justifier le fait de repousser sur plusieurs années l'arrivée à une hypothétique épargne nette, la certification revenant finalement paradoxalement à faire certifier indirectement une augmentation du volume de la dette. C'est certes très habile médiatiquement, cela plaira certainement à certaines institutions financières prêteuses, mais faire certifier un déficit de volonté politique n'est pas le rôle des cours et chambres des comptes, et cela n'effacera pas la dégradation de notre réalité budgétaire, vous en conviendrez. Donc voilà, il y a également les dépenses de fonctionnement à périmètre constant, 5 millions en 2016, 10 millions en 2017, pour faire face aux baisses de dotation de l'État, certes. Mais pourquoi cet État est-il dans une diminution de la DGF? Tout simplement parce que sa gestion par la dette, qui est commune à la droite et à la gauche sur les 30 ou 40 dernières années, nous conduit à une impasse. Alors je sais, Monsieur Retailleau, vous allez me dire que vous êtes un nouveau président de la région, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas vous dégager du courant politique qui est le vôtre et des conséquences d'une certaine forme de gestion. Et nous avons le sentiment que vous la prolongez ici, que vous prolongez cette méthode. Je vous l'avais déjà dit et nous le voyons dans ce budget. Il est par exemple pour nous extrêmement choquant d'une certaine façon, c'est aussi un point vraiment d'opposition fort, que vous n'ayez pas plus songé aux entreprises, PME, TPE, qui sont peut-être les seuls actuellement dans le cadre de la mondialisation et de la concurrence internationale dans notre région en capacité de créer de l'emploi. Nous nous étions prononcés contre la subvention et parce que c'est coûteux budgétairement et nous avions avancé l'idée d'avance ou de cautionnement de crédit et nous trouvons que vous n'êtes pas allé assez loin dans cette voie. Beaucoup de subventionnements demeurent et il nous semble que ça n'est pas la meilleure solution dans la situation budgétaire qui est la nôtre. Pour ce qui est des fonds structurels européens dont ont parlé nos collègues, il y a un énorme problème. Cette progression, certes, nous comprenons que vous vouliez récupérer des fonds qui, dans le fond, nous l'avons déjà dit ici, sont des fonds issus de la fiscalité partiellement des habitants de notre région. Mais est-ce que nous sommes certains que cette source de financement est pérenne? Et est-ce que vous n'allez pas vous retrouver rattrapé dans votre forme de course de lenteur, parce que la rupture budgétaire n'est pas aussi rapide selon nous qu'il ne faudrait? Est-ce que vous ne croyez pas que vous risquez de rencontrer la baisse des fonds européens? La Commission, enfin la structure européenne est endettée. Elle a, dans la période 2014-2020, alors que dans la période 2007-2013, le
l'Europe avait versé aux pays européens, aux partenaires européens, 353 milliards d'euros. Entre 2014 et 2020, c'est passé à 322 milliards. Certes, l'inflation est très basse, mais néanmoins, cela traduit une baisse de 31 milliards. Est-ce que cela ne va pas s'accentuer? Est-ce que la crise financière qui est possible n'affectera pas l'Europe à travers la crise des institutions financières? Et puis surtout, est-ce que nous sommes les mieux armés, nous les régions françaises, pour fonder une politique régionale sur ces fonds? Je vous rappelle que, outre la puissance financière des autres régions d'Europe, dont j'avais déjà cité l'exemple concernant, je crois, la Petite Flandre, hein, j'avais dit la Petite Flandre, 17 milliards de fonctionnement, de budget annuel, la Bavière a 80 fonctionnaires à Bruxelles. Donc, je ne vous en fais pas le reproche, nous ne devons pas forcément avoir 80 fonctionnaires de la région à Bruxelles, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de certitude que vous avez de compenser le manque de ressources par l'Europe nous semble extrêmement dangereux et surtout non assuré. Il en va de même d'ailleurs des intérêts de la dette. Le fait de recourir encore à de la dette pour tenter de durer à périmètre constant, est-ce que vous ne pensez pas que vous faites courir à notre région un véritable risque financier? Je n'oublie pas qu'un certain nombre de directeurs des banques centrales se sont réunis, je crois que c'est aux États-Unis, en demandant aux États de relancer la machine par des investissements, c'est-à-dire en gros d'avoir une politique keynésienne de relance et donc de relance de l'inflation. Auquel cas les taux d'intérêt vont monter dans les années qui viennent, avec la question que ça va poser pour nous très rapidement. Voilà, c'était les critiques que je voulais faire, qui ne sont pas des critiques idéologiques, je ne pense pas, ce sont des critiques qui sont fondées sur l'observation, sur la conjoncture européenne et internationale. Et enfin, concernant les fonds européens, il y a aussi un autre problème, c'est que ces fonds européens ne sont pas des fonds libres. Ce sont des fonds qui imposent une structuration de notre fonctionnement, une lourdeur aussi, des coûts. Les fonds européens ne sont jamais totalement gratuits, si je puis dire. Ils sont accompagnés de cofinancements nécessaires. Ils sont accompagnés aussi d'une mise en forme extrêmement coûteuse. La technocratie européenne vaut largement la technocratie française. Et vous le savez, on est obligé d'aider même, par exemple, nos agriculteurs à remplir les dossiers européens pour les financements européens. Par conséquent, ça n'est pas forcément une source de ressources aussi gratuite qu'on pourrait le penser. Enfin, dernière chose, Monsieur le Président, et là je serai peut-être un peu plus politique, il nous semble que vous avez choisi ce qui est malheureusement souvent un défaut des forces politiques de droite et du centre lorsqu'elles arrivent au pouvoir, c'est-à-dire finalement après des annonces extrêmement fortes, de renoncer, de passer à un compromis, de choisir une sorte d'amodiation, de dilution, de ralentissement dans les réformes. Vous avez vu ce que ça a donné entre 2007 et 2012. Et nous avons le sentiment qu'entre le candidat que vous étiez encore il y a un an et un jour et le président que vous êtes maintenant, il n'y a pas tout à fait la même affirmation de la rapidité des réformes, de la rupture. Je ne veux pas être spécialement polémique, hein, je comprends que vous ayez des engagements politiques, c'est tout à fait normal pour un président de région, et je m'étonne que les présidents des groupes de gauche s'en offusquent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine façon, ce que vient de faire M. Fillon, à savoir renoncer à une des réformes phares qu'il avait mise en avant sur la réforme de la protection sociale pour gagner la primaire, et à laquelle il renonce déjà avant même toute élection, eh bien, n'est pas la traduction d'un état d'esprit que vous partagez, à savoir qu'on fait des promesses de droite et ensuite on se retrouve dans une politique du juste milieu, j'allais dire une course au centre. Et je crains que vous ne soyez prisonnier en cela, comme M. Fillon, de cette nécessité de plaire au centre plus qu'à vos électeurs dits de droite, puisque c'est eux que vous flattez en général au moment des périodes électorales. Ce serait en quelque sorte, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, courage Fillon, donc pour ne pas avoir à assumer ensuite. Et ce que je vous dirais, Monsieur le Président, c'est je vous lancerai un appel pour les années qui viennent, un appel au courage,
il nous arrivera de vous soutenir. Et je pense que vous devez réellement rester sur l'engagement qui a été le vôtre. Sinon, vous échouerez. En fin de parcours, vous n'atteindrez pas les objectifs, que d'ailleurs très habilement vous nous vendez comme ceux de 2017. Médiatiquement, on a une communication qui nous parle des résultats qui doivent être théoriquement atteints, les objectifs de la fin de la mandature, en laissant entendre que ce seraient ceux du budget 2017. En 2017, vous fixez des objectifs, c'est normal, mais dans la communication, certains organes de presse ont semblé nous vendre l'idée que ça allait être fait l'année prochaine. Eh bien, je suis désolé, ça ne sera pas fait l'année prochaine. Je ne souhaite pas que ça ne se fasse pas, d'ailleurs, parce que ce serait parler contre l'intérêt général. Mais j'attire votre attention sur la dette, les fonds européens, les intérêts, et le fait que vous ayez choisi une forme de course de lenteur parce que vous n'aimez pas la rupture. Je prends par exemple les subventions à certains secteurs de la culture, certains secteurs de la solidarité dont la politisation est évidente. Vous n'avez pas voulu la rupture pour éviter toute polémique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ainsi vous vous condamnez à ne pas, par cette attitude, à ne pas aller jusqu'au bout des choses et d'être rattrapé par la crise mondiale, par la crise financière qui est peut-être devant nous. Voilà, je vous remercie. Deux remarques, puisque à droite et à gauche, la statue du commandeur est là, sans qu'il ne soit présent par son nom, c'est Fillon. Bientôt, je devrais vous proposer de faire un buste à son honneur, parce qu'il est tellement là dans les discours. C'était un trait d'humour, évidemment. La deuxième remarque, c'est que j'entends un côté de l'opposition qui me dit vous cassez tout, et j'entends l'autre côté de l'opposition qui me dit mais vous installez dans une course de lenteur, du consensus et du compromis. Ça veut dire que je pense que nous sommes finalement sur un bon cap et dans un juste équilibre. Voilà ce que je voulais très rapidement vous dire.